Alors, je me suis longtemps demandé comment introduire une anthologie comme Femmes rapaillées qui pose elle-même la question du commencement, au moins 41 fois pour ces 41 poètes, en la conjuguant au « nous ». Déjà, comment parler d'un recueil qui se réfléchit lui-même? J'avais peur de forcer une réponse là où le recueil en donnait plusieurs, de bloquer une ouverture nécessaire à la circulation du sens, de trop circonscrire ce qui devait demeurer fuyant, inachevé. Je me suis retrouvée dans un vers de Geneviève Boudreau. « La page est blanche, tu peux tout sacrifier. » Et quand je me suis dit « Ne compare pas tes débuts au milieu des autres », encore une fois, une voix du collectif aurait pu me répondre « Nous commençons tout aujourd'hui, et ce commencement est tantôt paisible, tantôt sauvage, urgent, désolant, long, dispersé, infini. » L'institution littéraire assemble encore les femmes sous les mêmes étiquettes. La critique qualifie leur poésie de touchante, intime, confessionnelle, douce, quand bien même elles parlent de mort. Elles font exprès de fausser, on les entend chanter. Elles sont une catégorie à part sur Amazon, 2 cours facultatifs dans l'entièreté de baccalauréat en études littéraires à l'UQAM. Le recueil des femmes rapaillées est à distinguer de ces classifications marginalisantes du canon littéraire. Les poètes à avoir participé au projet se sont d'elles-mêmes rangées dans un cœur de femmes, se sont rapaillées selon leurs termes, en insistant sur la diversité des chemins qu'elles défrichent en poésie. Le recueil pose une question, et je cite « Qu'est-ce qu'être femme et comment le traduire en poème ?» Et le recueil répond en prenant le parti de la multitude. Elles sont à leur commencement, la page est blanche, disent-elles, mais, pour reprendre les mots de Nicole Brossard, même tout en neuf, quelque chose reste rapaillé en nous. Une foule. Derrière le jeu des poètes ne se cache donc pas la foule de femmes. Au contraire, celle-ci est endossée et revendiquée par les greffes intertextuelles, les références à d'autres œuvres fondatrices et le collage. Les 41 poètes ont toutes créé à partir du même poème liminaire de Gaston Miron, dans lequel il est question de retour, de recommencement et de renaissance. Le déplacement politique du texte modèle « L'homme rapaillé » vers une réécriture plurielle est indissociable du projet d'un nous femmes revigorées et résolument féministes, criant présente dans la poésie québécoise contemporaine. Le recueil se donne à voir en tant qu'un horizon de la lecture, au féminin plutôt que sur le féminin, un dialogue continu entre lectrice, poète et une œuvre toujours en devenir. Il fonctionne à la manière d'un texte grotte, dans lequel résonnent et s'intensifient des voix multiples et diverses, sonores. Les poètes se partagent un lexique, des mots, des images. Si l'on souhaitait constituer un glossaire des femmes rapaillées, outre commencement, chambre, ombre, parmi les tropes ressortiraient d'autres mots plus curieux. Voyage, poussière, vague, pierre, vent, louve. Des termes reviennent et prennent de nouveaux sens en se rapaillant aux références et aux vécus d'autres poètes. Des métaphores se rejoignent et se complexifient. Joanne Morancy écrit « Je ne dispose pour lit que d'une barque, bien trop grande pour moi. » Et quelques pages plus loin, Louise Warren semble lui répondre qu'il faut vider le mot de ce qu'il contient, voir toute l'eau d'une barque. Denise Desautels parle d'un nous, toi, tes camarades dans le même cœur menacé avec nos corps, nos morts, nos désordres distincts, nous en spirale planétaire pour penser ni d'espérance. Laurence Leveilleux nous apparaît plus loin avec des armes plein les mains, trouvées dans un nid d'argile qui ne se dompte pas. Les poètes n'ont pas les mêmes destinataires. Elles s'adressent tantôt à des étrangères, à une sœur, à l'Amérique, à un père, à leur mère, à une fille. Mais elles négocient un imaginaire ensemble, une intelligence du monde et la nécessité d'une filiation. Durant ma lecture, je me suis souvent prise à penser à Une chambre à soi et à La chambre de Jacob de Virginia Woolf. Son œuvre romanesque est marquée, dit Béatrice Didier, par la thématique obsessionnelle de la chambre-prison et de la chambre-refuge. De la chambre créatrice est créée à la fois par l'imagination de la romancière. Woolf a écrit qu'il suffisait d'entrer dans n'importe quelle chambre de n'importe quelle rue pour que se jette à votre face toute cette forme extrêmement complexe de la féminité de l'autre. Les imaginaires des vagues et des chambres sont très investis par les poètes de l'anthologie. Ces dernières sont souvent décrites côte à côte, leurs fenêtres donnant l'une sur l'autre. France Caillouette écrit « Ne bouge pas, le ciel dort dans une chambre de l'étage, ce n'est pas la tienne. » Laure Morali « J'ai une chambre et une tempête,
à la porte une mère qui frappe. Joanne Morancy, l'une n'ayant pour corps véritable que le silence de ma chambre. Il me semble que les textes et parts constituant le recueil sont autant de portes d'entrée vers les œuvres des poètes, à chacune sa chambre, une intimité étrangère pour les autres, ses voisines. Dans son éloge du bavardage, Suzanne l'a mis en sens, et je cite, « Un jeu où le jeu se déploie, prend plaisir à être ballotté par la marée montante, le fugitif et le fragmenté à la place du fixe, de l'unifié, du permanent, pour que, de ce qui était là endormi, quelque chose doucement se mette à bourgeonner, au moment où des femmes font corps avec ce présent baroque multiplié, pour que soit reconnu le droit de livrer des outrances et des énormités, de se montrer farfelu ou idiote, le diable au corps, folle à force d'être tiraillé par tous les leurs d'identification proposés et imposés. Femme rapaillée s'écrie, quant à moi, précisément contre les limites, l'exhaustivité, la linéarité et l'achèvement. Agnès Riverain. Dans ce parcours intense et futile, tant de nous s'éparpillent, se brisent. La phrase est d'emblée présentée quelque fuyante à poursuivre. Une perception fragmentée du monde est revendiquée par les poètes, une vision qui nécessite une représentation elle aussi fragmentaire. Et cette poétique de l'incomplétude se veut génératrice, opératoire, elle a une portée structurante. Dans le fragment, je reconnais la plénitude, écrit Louise Warren. Les greffes intertextuelles dialoguent avec les auteurs contemporaines, et le texte se construit à l'aide de prolongements et de dérivations. L'image que partage un poème avec un autre peut ainsi l'ouvrir au reste du recueil. Mais les femmes, vois-tu, sont un chant interrompu. Elles n'ont ni commencement ni fin, écrit Marie Céliania. Et ce chant n'est pas circonscrit par les limites du texte lui-même. La lectrice et le lecteur sont ensuite appelés à se reconnaître dans le jeu multiple et à poursuivre la chaîne. De poussière. Lorsque ma grand-mère maternelle est décédée, mes cousines et moi se sont divisés ces bijoux selon notre ordre de naissance. Sous la supervision distraite d'une tante, les plus jeunes héritaient de plus, les plus vieilles de plus précieux. Une bague, une boucle d'oreille solitaire. C'est une manière de transmettre, à la lumière, avec une histoire, et derrière chaque objet, la conviction qu'il voulait et veut encore dire quelque chose. Mais il y a d'autres manières de transmettre, qui laissent plus de place à l'investissement et moins à la certitude. Je veux imaginer qu'il y avait un degré quelque part, un grenier quelque part. Un grenier encombré d'objets, ceux-là à la valeur imprécise. Assez pour ne pas finir à la poubelle, assez pour avoir été laissé de côté pendant des années. Qu'est-ce qu'on en a fait, pour quelle raison? Rapailler, c'est bien une action, mais quelle est l'intention? Pourquoi rapaille-t-on? Pour qui? Pour faire le ménage, le tri, sauver de la disparition. Rapailler me rappelle le processus de transmission. La nouvelle génération assemble, prend et jette, s'écrit en filiation et en rupture. Il lui revient de traiter de ce que la dernière a laissé traîner, par des intérêts, incompréhension, parfois oubli. Mais l'oubli est rarement simple, surtout l'oubli des institutions. Michèle Perrault, historienne féministe, questionne le silence historique dans lequel ont été tenues les femmes durant les derniers siècles. Selon elle, et je cite, « Forme du rapport au temps et à l'espace, la mémoire, comme l'existence dont elle est le prolongement, est profondément sexuée. Ces lacunes ne sont conséquemment pas fortuites. Les femmes ont longtemps occupé les marges de l'histoire officielle, une conséquence directe de leur oppression. Et du passé, dit Suzanne Lamy, les femmes ne s'estiment jamais quittes. » Que retrouve-t-on dans les greniers de l'histoire? Que retrouve-t-on dans les greniers de la poésie et des poètes? De la poussière, des spectres? Marie Céliania. Femme droit devant, l'horizon me sert de boussole. Droit devant sous mes semelles, la poussière des mythes. Marie-André Gill. Bardasser la révolte, décrocher les évanouis de la torpeur du temps. Nous partirons de là. Rose Elisséry. Je suis au comble de l'absence, cette maison sans odeur, quand il n'y a plus rien que le bruit du frigo, la peinture des murs, je me tiens où la poussière retombe. Rosalie Trudel. Emplie de dissidence, sale, je m'appuie, une lueur entre les doigts, je visite le lieu des apparitions. L'intertextualité du recueil se bâtit en dépoussiérant des femmes, laissées de côté par le canon, des Mad Women in the Attic des institutions littéraires québécoises et d'ailleurs, José Yvon, Huguette Gaulin, Louki Bersianic, Aléandra Bissarnik,
La spectralité est plus qu'un thème du recueil. Elle pourrait aussi bien servir à décrire son esthétique. Les auteurs, dans une posture de perméabilité à l'altérité, à l'étrangeté, se laissent habiter par les mots des autres, acceptent qu'ils altèrent les leurs. Les poètes, assemblés sous la bannière du rapaillage, écrivent en dialoguant avec leurs précurseurs, mais également avec et contre les récits que leurs compagnons ont fait d'elles. For the female artist, the essential process of self-definition is complicated by all those patriarchal definitions that intervene between herself and herself. Gilbert Régubard. Alors que la lutte des auteurs hommes peut se faire contre leurs précurseurs et leur lecture du monde, celle d'une femme poète s'articule aussi nécessairement contre leur lecture d'elle-même. Natacha Canapé-Fontaine réaffirme ce besoin d'autodétermination, l'amène plus loin en adressant les enjeux du colonialisme. Elle dit « Je serai indigène et je n'aurai nulle autre personne que moi-même et mon visage pour parler. Je ne peux plus laisser les Blancs d'Amérique parler à ma place. Je ne peux plus laisser personne définir mon Amérique à moi et personne ne m'obligera à définir les sociétés et mon peuple à la place de mon peuple. » Le recueil dit des femmes en nombre, de double en double, autant qu'une seule, mais chacune ne parle que pour elle-même. Elles sont tournées vers l'avenir et je cite, « Elles révèlent par leur voix autant de chemins d'arrivée à ce qui commence. » En s'appuyant sur un jeu pluriel, la parole rapaillée se construit dans une mouvance, refusant l'enfermement dans une pensée simple. Le champ lexical de l'eau revient beaucoup dans le recueil, avec celui de la pluie, de la mer et des marées, des roches et de leur érosion. En reliant différents vers de différents auteurs, j'étais prise avec l'envie d'imaginer les poètes en tant que gouttes, aux trajectoires différentes mais s'arrimant quelquefois. À force d'usure, je veux le croire, elle marque la pierre comme histoire littéraire, la roche prend de l'érosion, roule, doit s'adapter et change de couleur. Pour reprendre les mots de Virginie Beauregardé, tremper dans l'eau glaciale du ciel, labourer le terrain d'un million de paupières. Si une prise de parole est toujours rapaillée, je me pose la question à savoir si celle des femmes l'est davantage ou différemment. Les théoriciennes féministes à insister sur un jeu féminin pluriel sont nombreuses. Parmi elles, plus près de nous, Valérie Lebrun, Martine Delvaux, qui écrivent dans un article intitulé « Qui parle quand une femme parle ?» Quand les féministes disent que le personnel est politique, c'est pour redire que je est un autre. Ce n'est pas un caprice esthétique, ni une fleur poétique. C'est dire que je n'arrive jamais seul et montrer comment la fragmentation et la démultiplication du je tissent l'espoir d'une communauté. Dans un poème de Judy Quinn, une femme cherchait une ruelle et elle est devenue une rue très passante. Plus loin, Catherine Fortin écrit « La rumeur de la circulation, je ne l'entends plus. Je m'obstine à marcher ainsi, yeux fermés, au risque de buter contre les passants. » Nous. En rapprochant des matériaux distincts, Rapaillé dynamise. Certaines poètes disent trouver un bonheur, d'autres une paix ou une forme de justice dans le rapaillage de leur propre voix ou de celle qui les hante. Rapailler, ce peut être recoudre des morceaux épars de soi, un soi fractionné, créer des ponts entre différentes générations, dans un rapport au passé qui, en s'écrivant aujourd'hui, au présent, s'ouvre sur l'avenir. Mais le rapaillage du recueil est aussi le fait de chaque nouvel assemblage de sens fait par ses lectrices et ses lecteurs, de leur propre activité fictionnalisante. Ils et elles sont invités à investir le recueil en y allant de leur subjectivité et de leurs propres matériaux à rapailler. C'est là-dessus et sur un dernier assemblage, celui-là autour du nous, que je vais conclure ma présentation aujourd'hui. Souci, nous y sommes. Hélicérie, nous étions les enfants sauvages de la faim. Forêt, nous étions un village, nous étions un peuple, perdu, plus brave que les autres, mais dont les plus forts n'échappaient pas à la mort. Taylor, nous prononçons la fragilité terrifiante de notre existence. Trudel, nous ne sommes pas tranquilles, nous brouillons les cartes. Forgue, sommes-nous porcelaine ou peut-être roche, volcan, feuille de papier? Nous vivons ensemble et balançons de gauche à droite, nous traçons des lignes de la pointe d'un couteau.
Pérouse. Nous détruisons pierre après pierre la langue des reproches. José Yvon. Jusqu'à se défoncer, démolir, exploser, nous ne mourrons pas, notre soif grandit.